Bonjour à tous, bienvenue pour cette rencontre intitulée Des livres, des histoires. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés deux auteurs avec deux livres assez différents, mais des thématiques qui se recoupent. On aura l'occasion d'en reparler. Hélène Bonafumura, donc vous êtes experte en estampes anciennes, on peut lire, mais surtout romancière. Vous êtes ici pour ça. Vous êtes fait remarquer avec votre premier roman Morsure, qui a remporté de nombreux prix, une sorte d'enquête dans le milieu de l'art. Où l'experte, le protagoniste, il y a un jeu du chat et de la souris, j'ai trouvé en tout cas entre vous et le personnage. L'année dernière, vous nous avez offert le roman La Caravane du Pape, qui était déjà une grande fresque historique sur un périlleux voyage d'un légat du pape pour amener un trésor à Rome. Et vous avez publié Le jeune homme au bras fantôme. C'est pour ce livre que vous êtes ici. Une sorte de roman d'apprentissage. Vous aurez le droit de me contredire tout à l'heure. Dans le Paris du 19e, avec énormément de thématiques. On sent qu'il y a eu une connaissance précise de cette époque. Gisèle Ségingère, vous êtes une ancienne élève de l'École normale supérieure, professeure de lettres à l'université Gustave Eiffel, si je ne me trompe pas. C'est Paris-Est, c'est ça? Oui, c'est Paris-Est. Ok. Vous êtes une, ou là même, on pourrait dire, éminente spécialiste de Flaubert, auquel vous avez consacré de nombreux ouvrages. Vous avez notamment travaillé, je crois, à l'édition de la Pléiade, de ses œuvres dans la bibliothèque de la Pléiade. Vous nous présentez aujourd'hui le livre L'Orient de Flaubert en images. Alors c'est un livre qui apporte un éclairage nouveau sur l'œuvre de Gustave Flaubert et son rapport notamment à l'art et à l'orientalisme. J'aimerais qu'on commence par vous, Gisèle Ségingère. Alors, Flaubert a occupé et occupe toujours une grande part de votre vie. Peut-être pour commencer, pourquoi lui? Qu'est-ce qui vous fascine chez lui? Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Alors pour moi, Flaubert est un homme-siècle qui a vraiment traité tous les grands sujets du 19e siècle, aussi bien la politique que les questions scientifiques. Le 19e siècle est un siècle du développement scientifique, de l'émergence de la biologie. Les sciences naturelles deviennent prééminentes. Flaubert s'intéresse à tout ça. C'est aussi le siècle de l'histoire, avec de grands historiens, Michelet, Guizot, etc. Flaubert s'intéresse à l'histoire. C'est le siècle de l'histoire des religions. Dieu, enfin, et Hugo lui-même le dira, Dieu fait l'objet d'un vaste débat public et scientifique. Et la question de Dieu sort du champ clos de la religion et elle est abordée d'un point de vue historique avec le développement de l'histoire des religions. Et Flaubert a publié Une tentation de Saint-Antoine qui fait un vaste panorama des religions de l'Antiquité et de l'Orient telles que les historiens des religions du 19e siècle pouvaient le faire par ailleurs dans leurs travaux érudits. Et je pense en particulier à l'allemand Kreutzer, qui est l'auteur de plusieurs volumes sur les religions de l'Antiquité, volumes qui ont marqué non seulement Flaubert, mais également des auteurs comme Nerval. Est-ce que vous réussissez toujours à découvrir des choses sur Flaubert, à vous émerveiller, à vous étonner? Quand on passe autant de temps avec un auteur, on a peut-être l'impression d'avoir tout vu. Oui, alors je découvre toujours des choses nouvelles et c'est le cas dans cet ouvrage. On a très peu parlé de Flaubert et de sa passion pour la peinture. Il y a eu, il y a quelques années, un petit livre en anglais très général sur ce rapport de Flaubert à la peinture. Donc il y avait vraiment beaucoup de choses à trouver encore et à étudier. Et en particulier tout ce qui concerne sa prédilection pour la peinture vénitienne et tous les descendants des Vénitiens, c'est-à-dire les peintres de la couleur, Rubens et jusqu'à Delacroix. Donc l'orientalisme romantique fascine, passionne Flaubert et va le marquer à tel point qu'on retrouve vraiment beaucoup de thèmes, mais aussi, je dirais, de techniques, de description de couleurs dans certains de ses romans, comme Salammbô, bien sûr. Et on célèbre cette année le bicentenaire de sa naissance. Est-ce que vous trouvez qu'il est apprécié et célébré à sa juste valeur, Flaubert? Oui, alors tout à fait. C'est probablement un des bicentenaires d'écrivains les plus riches de ces dernières années. Il y a vraiment des colloques partout. Je co-organise 2 colloques en 2022 aux Archives nationales de Paris, Flaubert dans son siècle.
Et un deuxième colloque à la Fondation Saint-Ger-Polignac en décembre 2022, Flaubert en images. Mais par ailleurs, il y a beaucoup de manifestations dans le monde. Il va y avoir un colloque à Sfax au début du mois de décembre sur Flaubert et le monde arabe. Et puis, bien sûr, il y a toutes les manifestations de la Normandie. Il y a des colloques, il y a eu une exposition Salammbô au Musée des Beaux-Arts de Rouen, qui se trouve maintenant à Marseille. Et vraiment, presque toutes les communes de la région Normandie ont envie de célébrer Flaubert et proposent des manifestations diverses. Il y aura le 11 décembre une grande célébration dans le cadre de France Mémoire, sous la coupole, donc Académie française, en l'honneur de Flaubert. Donc c'est dire qu'il est célébré. Tant mieux. Hélène Bonafoumois, vous, à la lecture de votre livre, alors on n'est pas tout à fait dans du Flaubert, je dirais plutôt, on aura l'occasion d'en reparler, d'être dans du Balzac ou du Zola. Peut-être posez-nous un peu le décor, racontez-nous qui est Charles, votre protagoniste. Pour vous poser ce décor, il faut d'abord que je vous explique que ce roman est né littéralement de l'envers de mes estampes, les estampes que j'étudie comme expert à longueur de journée et d'année. J'avais un jour une pile d'estampes de Daumier, un peu fastidieuse à traiter, 250 lithographies parues dans le journal Le Charivari. Et les étudiants, je les retournais, et au verso de ces estampes, qui offraient des caricatures de la société de 1850, je voyais des petites annonces par centaines qui me peignaient un monde tout à fait fascinant, où l'on vendait des remèdes miracles, du rêve, de l'immobilier, des assurances. Et je me suis dit, waouh, voilà un capitalisme tout à fait naissant et bouillonnant, où apparaissait le nom d'une sorte d'entrepreneur un peu véreux, récurrent, dont je me disais, il est fascinant, mais je ne peux pas en faire mon personnage. C'est pourquoi j'ai voulu relier toute cette période devenue ma toile de fond à 1834, où apparaît ce jeune héros, Charles, que vous mentionniez, qui, en 1834, donc, dans le cadre de répression policière, une sorte de bavure policière contre des civils, perd son bras droit, se retrouve à l'âge de 6 ans amputé de ce bras. Et faisant des recherches dans l'état civil qui, par miracle, a survécu, parce qu'on sait qu'en 1871, il a brûlé dans l'incendie de l'hôtel de ville à Paris, je découvre que mon jeune Charles est en réalité mort à l'âge de 25 ans en 1853. Cela m'a profondément navrée, parce que je me suis dit, ce pauvre garçon n'a pas eu la vie certainement de rêve qu'il aurait pu avoir. Et j'ai voulu, et c'est là le privilège de l'écrivain et de la fiction, lui donner la vie qu'il n'a pas eue, ce Charles U, justement, U-H-U, accent circonflexe, le faire se développer dans le cadre de ce roman d'apprentissage, votre remarque était tout à fait juste, dans un Paris en pleine transformation, le Paris où l'on abat des immeubles pour en reconstruire d'autres plus salubres, un monde où le capitalisme est naissant, bouillonnant, dérégulé, mais où les aspirations républicaines et humanistes perdurent. Il se trouve donc aux prises avec ces différents courants et doit faire son chemin, soutenu par l'amour, l'amitié et équipé d'une magnifique prothèse mise au point par son ami horloger, car on est, comme vous le disiez aussi, Gisèle, dans le siècle de la mécanique. On sent qu'il y a une connaissance vraiment pointue, très précise de cette époque. Comment est-ce que vous avez fonctionné pour bâtir tout ce processus de recherche, de documentation, et ensuite bâtir votre fiction à partir de ça ? Eh bien, pour moi, les images viennent assez naturellement. C'est là mon 6e roman, et tout mon travail de romancière a à voir avec mon rapport au regard, à mon regard sur l'art. Chaque roman est une expérience dans un siècle différent à partir de ces images. Il m'est donc relativement facile, ayant la plume, de la mettre au service de ces images et de plonger le lecteur dans un Paris que je veux très vraisemblable, dans un monde où, ainsi que me le disent mes lecteurs, on s'y croit. On a l'impression d'être transporté avec ces personnages qui incarnent, puisque le roman historique doit absolument incarner, qui incarnent des individualités, des émotions, des passions, des tensions. Tout cela, donc, dans un univers où les notations, par exemple, sensorielles, olfactives, sont très importantes. C'est ce qui fait la vraisemblance aux yeux du lecteur.
Les recherches, je les ai faites sans même m'en rendre compte en réalité. Par exemple, en allant chercher les comptes rendus du procès de 1834, procès qui décharge l'armée de toute responsabilité alors que des grands nombres de civils ont été massacrés. Et ces procès nous donnent des témoignages humains, vivants, très émouvants. Vous les trouvez vous-même en ligne sur le site du Sénat. Je donne les indications à la fin du roman dans une note explicative de mes sources. Ces témoignages humains sont très émouvants et j'ai voulu transcrire moi aussi cette émotion dans la vie de mes personnages. C'est l'un des exemples, vous voyez, des sources que je suis allée explorer. C'est très réussi pour le coup. Gisèle Ségingère, est-ce que on peut reconnaître Flaubert dans ce que décrit Hélène Bonafou-Murat, s'inspirer de l'art pictural, de la peinture, pour ensuite créer des univers romanesques? Oui, alors Flaubert, on le sait, c'est beaucoup documenté. Il lisait beaucoup d'ouvrages, en particulier lorsqu'il rédige l'éducation sentimentale, des ouvrages d'historiens, mais il reprend aussi les journaux de la période de 1848 et même des années 1840 pour étudier la montée des protestations et du mouvement républicain. Et puis, bien sûr, les gravures circulent. Le 19e siècle est déjà un siècle de l'image. Les gravures circulent beaucoup. Il existe désormais, à partir de 1830, le magasin pittoresque et dans les années 1840, l'Illustration, qui publie des articles accompagnés de gravures, donc aussi bien sur la politique que sur l'art. Et d'ailleurs, pour ce qui est de la peinture, souvent les tableaux les plus célèbres, qui avaient le plus de succès, qui étaient exposés au salon officiel, au Louvre, étaient ensuite repris sous forme de gravure et également dans les revues de l'époque, dans le magasin pittoresque et dans l'Illustration. Donc voilà, oui, pour Flaubert, il y a deux types de sources, les livres, les trois types, les journaux, les revues, et puis également les images, les tableaux, les estampes. Et j'ajouterai encore que, bien sûr, comme Zola par la suite, quand il doit rédiger, par exemple, un enterrement, eh bien, il va assister à des enterrements, même s'il l'a déjà fait auparavant, mais pour se remettre dans l'atmosphère d'un enterrement. Donc, c'est ce qu'on a appelé à partir de Zola l'enquête. Il enquête sur le terrain. Il va voir les lieux qu'il doit décrire ou des scènes types qu'il doit représenter dans ses romans. Et quand il écrit Salammbô, eh bien, il éprouve le besoin, quelques mois après avoir débuté la rédaction de son roman, de se rendre tout de même en Tunisie pour voir aux abords de Carthage les lieux où doit se dérouler son roman sur la guerre des mercenaires dans l'Antiquité, une guerre à l'issue de la première guerre punique. Les mercenaires se révoltent contre la ville de Carthage, les mercenaires de Carthage qui n'ont pas été bien payés se révoltent contre Carthage et Flaubert se rend sur place pour voir au moins les paysages, la topographie. Il sait que du point de vue archéologique, les vestiges ont totalement disparu, les Romains ayant rasé Carthage à l'issue de la troisième guerre punique. Et l'archéologie punique n'étant pas très développée à l'époque, Flaubert sait très bien qu'il ne retrouvera malheureusement pas de vestiges archéologiques, mais il a quand même besoin de voir la lumière et la topographie et de retrouver aussi les sensations d'Orient. Il avait fait un premier voyage tout à fait indépendant par rapport à une œuvre à écrire. En 1849, il part en Orient avec Maxime Ducamp. Et c'est un très long voyage de 1849 jusqu'en 1951. Il a parcouru à ce moment-là l'Égypte, la Terre Sainte, la Grande Syrie, donc jusqu'au Liban, jusqu'en Syrie, et puis Constantinople, et il est rentré par l'Italie. Donc il s'était déjà à l'époque beaucoup imprégné des impressions d'Orient, des couleurs, des odeurs, etc. Mais lorsqu'il rédige Salammbô, il éprouve vraiment le besoin de retourner, donc pas dans les mêmes lieux, dans un pays différent, pour remonter à cheval, pour refaire des fantasias, pour voir des bédouins, des guerriers, et pour s'imprégner aussi de la force de l'Orient. Parce que pour Flaubert, l'Orient
c'est la puissance, c'est la beauté, c'est un rapport retrouvé à l'Antiquité. Comme Delacroix, Flaubert a l'idée qu'en allant en Orient, il remonte le temps et qu'il retrouve quelque chose de l'Antiquité qui a été préservé par le monde arabe. Voilà. Vous, votre personnage, Hélène Bonafumura, alors lui, c'est pas l'Antiquité, mais il se confronte justement à un monde qui bouge très très vite et qui va peut-être fracasser. C'est pour ça que je parlais de roman d'apprentissage, vous allez me confirmer, mais c'est l'idée aussi d'un jeune homme qui a plein d'espoir, plein d'espérance, qui a aussi une forme de morale à réaliser et qui se confronte à un Paris du 19e qui bouge très vite, notamment d'un point de vue économique, d'un point de vue social. Comment ça se passe un peu ces illusions perdues, ces espoirs fracassés ? Je ne sais pas s'il a des espoirs très marqués au départ. Il se sent un peu paumé. Il est d'ailleurs poussé par une de ses amies, elle-même rescapée du massacre, qui, à la vingtaine, lui dit « Mon ami, secoue-toi, il va falloir avancer. » Je voulais en fait faire un message d'optimisme dans ce roman. Très prosaïquement, je l'ai écrit pratiquement d'une traite, après de longues recherches quand même, lors du premier confinement. C'était un moment où j'avais enfin du temps devant moi. D'habitude, j'en ai peu et j'écris plutôt le soir après de longues journées. Ce qui donne d'ailleurs à ce roman une fluidité pour moi nouvelle. J'embarque le lecteur et mes personnages sur un chemin. Le personnage est surtout mu par une volonté de s'en sortir en préservant son honnêteté, son intégrité. Je voulais aussi donner cette idée que le collectif, le sens du bien public existe. C'est une question qui peut se poser dans le monde actuel. Et les romans, même s'ils se passent au XIXe siècle, sont une image transposée des interrogations d'aujourd'hui. Ce n'est pas parce que c'est un roman historique que je n'y mets pas, évidemment, les considérations d'une femme du XXIe siècle et ses interrogations, voire ses inquiétudes. On est devant un personnage donc qui fait son chemin entre ces deux idéaux. Et ce qui m'a beaucoup frappé dans ce que vous disiez, Gisèle, c'est que nous avons en commun les images, ça c'est une évidence, 1849, et ce que vous me disiez de Flaubert essayant de réinventer l'Antiquité, finalement, je me suis rendu compte en vous entendant que ce que j'essaie de faire en tant que romancière, c'est un peu ça aussi, c'est retrouver cet univers déjà antique du 19e siècle, de me le réapproprier, de le rendre dans une langue plausible, vraisemblable, en respectant la langue de nos maîtres que sont évidemment Flaubert, vous le saviez mieux que personne, mais aussi Balzac, Zola, qui est mon maître absolu. Pour ce roman, j'ai naturellement relu beaucoup les Rougon-Macquart, Le Ventre de Paris, L'Argent, et on y retrouve quelque chose peut-être d'un peu présomptueux, j'en suis bien consciente. En tant que romancière, oser me mesurer à ces maîtres, il faut franchement un peu de culot. Je n'ai pu oser le faire qu'après 6 romans, ayant peut-être un peu plus d'aplomb et d'assurance, validé par mon éditeur, par les différents salons et les retours aussi. Mais voilà, c'est un roman d'apprentissage, c'est un genre et avec ses codes bien précis que je voulais revisiter. On commence chez Balzac, on finit chez Zola, c'est un peu ça, si on veut le résumer narratif. Mais pour autant, je m'éloigne quand même de mes modèles, j'essaie d'en faire quelque chose de très vivant. Mes romans précédents sont tous marqués par un certain sens du suspense, sans pour autant être vraiment des polars. Et il se trouve que je ne peux pas aller contre ma nature, j'ai besoin moi-même de m'auto-stimuler et de mettre pas mal de suspense dans un roman, si bien que celui-ci également est marqué par des indices, il y a une sorte d'enquête, sans bien sûr qu'il y ait de policiers, mais des éléments qui posent des indices et des questions au lecteur qui amènent à des résolutions, des révélations, ce qui fait que ça participe aussi du mouvement pour moi nécessaire, presque haletant dans l'écriture romanesque. C'est votre deuxième livre de suite où vous vous emparez d'une époque pour nicher votre roman à l'intérieur. Alors déjà, qu'est-ce qui vous plaît là-dedans, dans cet exercice-là? Et ensuite, question un peu en termes d'écriture, comment on arrive à la fois trouver un équilibre entre la véracité des faits, de l'histoire, et créer de la fiction et se permettre peut-être des petits écarts pour que justement il y ait ce rythme du roman? Je pense qu'il faut déjà avoir beaucoup lu, s'être vraiment soi-même imprégné de la langue, par exemple, de Montaigne, qui m'a beaucoup inspirée pour les romans que j'ai faits qui touchent au début du XVIIe, fin XVIe, début XVIIe.
pour La Caravane du Pape, sortie il y a 2 ans, qui raconte le périple donc, que vous disiez, d'une bibliothèque à travers les Alpes dans le cadre de la guerre de 30 ans. Je me suis vraiment coulée dans la peau du personnage, le légat du pape, un érudit un peu farouche, dur, intransigeant, qui, au cours du voyage, rencontre des humains, des péripéties diverses. C'est vraiment un roman très épique et qui devient plus humain, s'humanise. Il me fallait être vraisemblable et donc je m'interroge à chaque pas sur peut-on employer ce mot ? Par exemple, on ne peut pas entendre un personnage du XVIIe, voire même du XIXe, dire « j'ai un problème », encore moins « j'ai un souci ». Ça, c'est à bannir, c'est impossible, on proscrit. Donc on essaie vraiment de se couler dans la langue plausible pour l'époque. C'est ce que j'ai fait avec ce nouveau roman au XIXe siècle. C'est assez facile, en fait, quand on a beaucoup lu. Quand on a beaucoup regardé les estampes de Daumier également, il y a des tics de langage, il y a un vocabulaire que l'on peut s'approprier. Et voilà, c'est une pratique en fait, mais c'est nécessaire. Gisèle Séginger, j'aimerais qu'on revienne sur cette passion de Flaubert pour l'Orient. D'où elle vient, comment elle naît, qu'est-ce qui se passe, pourquoi Flaubert est tant fasciné par l'Orient ? Parce que Flaubert est né en 1821 en pleine période romantique et il fait ses études dans la période romantique avec la publication par exemple des Orientales de Victor Hugo qui est une œuvre que Flaubert admire énormément. Hugo la publie en 1829 et Flaubert fait ses études dans les années 1830 au Collège Royal de Rouen qui est très ouvert à la modernité littéraire et du point de vue politique, c'est un établissement plutôt libéral. Il enseigne par exemple un disciple de Michelet qui s'appelle Chéruel. Bon, le romantisme est donc très présent dans la période où Flaubert se forme. Hugo a eu une très grande importance et toute la peinture orientaliste se développe dans ces années 1830-1840. Flaubert aime la fougue, la passion des peintures de Delacroix en particulier. C'est probablement l'un des peintres qu'il admire le plus, même s'il n'en parle pas beaucoup. Mais en tout cas, bien sûr, on connaît Flaubert maintenant comme un auteur de romans sur le réel, un auteur même réaliste, mais on oublie trop souvent que Flaubert s'est défendu de cette étiquette. Lorsqu'il publie Madame Bovary, il réagit à un très bel article de Sainte-Beuve, mais Sainte-Beuve le rattache au nouveau courant de la littérature qui va vers le réalisme. Et Flaubert lui répond « Je suis un romantique enragé ». C'est 1856. Et pourtant, en 1856, il s'est éloigné d'un certain romantisme, le romantisme du cœur de Musset et de Lamartine, mais il restera toujours attaché à l'œuvre de Michelet et à l'œuvre de Victor Hugo, et tout particulièrement les orientales. Alors, il ne supporte pas qu'on attaque Hugo et qu'on attaque en particulier ce recueil. Il réagit toujours dans sa correspondance. Il faut savoir aussi que l'on parle pour le 19e siècle, pour la première moitié du 19e siècle, de Renaissance orientale. C'est Edgar Quinet, un écrivain et historien aussi, romantique, qui lance cette formule de Renaissance orientale en 1841. Mais l'idée courait déjà chez un certain nombre d'écrivains, idée selon laquelle la mythologie gréco-latine avait bien fait son temps et qu'il fallait que la littérature cherche ailleurs, du côté de l'Orient, de nouvelles sources d'inspiration. Eh bien, on peut dire que Flaubert est vraiment un écrivain aussi de cette Renaissance orientale et s'est beaucoup inspiré de travaux érudits publiés sur l'Orient. Il fréquentait aussi beaucoup de peintres orientalistes qui étaient à ses côtés au quotidien. Oui, alors peut-être pas au quotidien, mais en tout cas, il s'est intéressé très vite à la peinture. D'abord parce que la famille Flaubert était liée à un peintre bien oublié aujourd'hui qui s'appelle Bélanger, qui était un peintre d'histoire. Mais en tant que peintre d'histoire, il a fait des tableaux sur la campagne de Bonaparte en Égypte et aussi sur la prise de la Smala d'Abdelkader pendant la guerre d'Algérie.
Et donc Flaubert a pu voir, je pense très tôt, des tableaux représentant des paysages d'Orient. Ensuite, lorsqu'il fait ses études supérieures, il vient à Paris et il est introduit dans certains milieux. La famille Flaubert faisait partie des notables, elle avait des relations. Il fréquente donc l'atelier du sculpteur Pradier. Pradier est très attiré à la fois par l'Antiquité et par l'Orient. Et il a réalisé en particulier une très belle odalisque. Et puis Flaubert se lie avec un peintre qui est un peu oublié aujourd'hui, mais le musée d'Orsay a organisé une très belle rétrospective il y a quelques années, qui est Charles Glair. Et Charles Glair fait des tableaux sur l'Orient, sur l'Égypte en particulier. Il y a voyagé, il est un des rares à être remonté, à avoir remonté le Nil jusqu'à la 6e cataracte, c'est-à-dire jusqu'au Soudan. Et je crois que le rôle de ce peintre a été important, du moins à partir de la fin des années 1840. C'est grâce à Charles Glair que Maxime Ducamp et Flaubert, qui pensaient faire leur voyage jusqu'en Perse, vont en fait raccourcir un peu leur périple, mais pour demeurer plus longtemps en Égypte et pour remonter jusqu'en Nubie, jusqu'à la 2e cataracte. Mais c'était très rare à l'époque de voyager dans cette zone-là. Donc voilà l'importance de Charles Glair. Flaubert l'apprécie tellement qu'il l'invitera à la lecture privée qu'il donne avant la publication de Salammbô des premiers chapitres du roman, alors que l'œuvre n'est pas encore terminée. C'est dire son attachement à Glair. Et puis après le succès de Salammbô, Flaubert est introduit dans les cercles proches du pouvoir impérial. Bien qu'on ne puisse pas parler de véritable adhésion au régime politique en tant que tel, mais il se lie avec la cousine de l'empereur, la princesse Mathilde, qui est une femme très cultivée et qui est une peintre. Elle a même un atelier dans son hôtel particulier et elle accueille volontiers des peintres dans son salon. Et Flaubert va côtoyer, va fréquenter, va se lier d'amitié même avec Fromentin, en particulier, peintre très important des années 1840-1850. Il va fréquenter également le peintre orientaliste très connu Gérôme, mais il apprécie moins sa peinture parce qu'elle manque de vie. Et puis d'autres peintres qui sont un peu oubliés aujourd'hui. En tout cas, à partir de ce moment-là, à partir des années 1860, il arrive au cœur de la vie artistique, du moins officielle de son temps. Il voit toutes les notabilités, les responsables des musées dans le salon de la princesse Mathilde, en particulier le comte Nieuwerkerk, qui est, on peut dire, le grand patron de tous les musées parisiens à l'époque. Et ce sont des tableaux qu'on peut retrouver, bien sûr, tout au long du livre. Hélène Bonafont-Murat, à tout bon roman d'apprentissage, il y a toute une galerie de personnages qui tournent autour de Charles comme ça, alors qui ont soit une bonne influence, soit une influence plus ou moins dangereuse. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu, notamment de Lisette, c'est un personnage qui me touche, ou surtout aussi peut-être de cette espèce, pas d'antagoniste, mais de cette présence un peu inquiétante qui est le patron de Charles? Norbert Estibal est une sorte d'entrepreneur tous azimuts, un peu véreux, qui trempe dans toutes les magouilles, tout est bon pour faire de l'argent. Et en fait, il m'a pas mal fasciné sur le mode de certains bourgeois dépeints par Daumier. Donc j'ai voulu en faire quelqu'un de très moralement douteux, mais en même temps assez sympathique parce qu'il se prend d'amitié pour le jeune Charles et en fait il se dit je vais l'embaucher dans mon bureau d'annonces. Charles devient rédacteur de petites annonces car il a quand même la capacité à écrire, à rédiger et Norbert fait le pari de l'embaucher précisément parce qu'il a une prothèse. Pour lui c'est un peu provocateur d'avoir un personnage handicapé, vous imaginez au 19e siècle, dans ses bureaux et il se dit ça va faire le buzz. Enfin évidemment il le dit dans les termes de l'époque, hein. Autour de Charles, il y a également Lisette que vous soulignez. Je vais vous faire un aveu. Alors pour le coup, c'est très personnel, mais évidemment, vous vous doutez qu'on met des choses intimes de notre expérience de vie à nous, les humains, dans nos romans. Lisette, c'est un peu le portrait de l'ex-petite amie de mon fils, qui est aussi
un Charles il s'appelle Cyril, mais il a quasiment l'âge de Charles, et mon fils est dans des interrogations qui sont apparentées à celles de Charles. C'est pourquoi je pense que j'ai pu y mettre une émotion réelle, vécue, de mère qui peut se faire un peu de soucis par moment, tout en ayant confiance dans la jeunesse. Et cette jeune fille, elle est dépeinte comme très charmante, très vivante, avec une grande tignasse rousse. Et c'est vrai que je m'accroche toujours à des détails vécus. Je vais repérer par exemple la façon dont l'un de vous s'assoit, une posture, une coupe de cheveux, et ça va rester, je ne sais pas pourquoi, ça va cristalliser. Il y a également d'autres personnages, les deux frères qui ont vraiment existé de Norbert, qui sont l'un un rentier un peu sec et inintéressant, et l'autre Fritz, beaucoup plus complexe, ancien personnage qui était greffier à Sainte-Pélagie, une prison où étaient enfermés les Républicains, sujet que vous connaissez, Gisèle également sûrement. Et ce personnage se retrouve à reprendre, et c'est réel, hein, c'est un fait historique, l'imprimerie un peu séditieuse contre le gouvernement d'Auguste Mie. Auguste Mie est interdit d'exercer. À l'époque, les imprimeurs étaient très contrôlés par la censure féroce. Et nous sommes en 1835. Et on a donc... C'est vraiment éminemment romanesque. 3 frères Estibal, l'entrepreneur tous azimuts, le plus jeune, un rentier et une sorte de républicain qui se cherche, qui voudrait aider les républicains, qui a quand même besoin de l'argent de son frère entrepreneur. Ça fait une sorte de trilogie d'hydre à 3 têtes qui me paraissait absolument fascinante et qui donne donc des orientations au roman en même temps qu'elle les incarne. C'est vraiment ça pour moi le roman historique. Ça ne doit pas faire discours, ça ne doit pas faire cours d'histoire, ça doit être une histoire incarnée, vécue, mélangée dans un précipité à l'intérieur de nous. Je fais le geste, c'est très physique, mélangée avec nos émotions. Et voilà, ça sort sous cette forme-là. Avec quand même en plus la fresque d'une époque qui est décisive aussi bien au niveau politique qu'au niveau économique, avec le capitalisme galopant. C'était ça aussi que vous vouliez raconter ? Oui, bien sûr que c'est ça que je voulais raconter, puisque nous sommes entre 1848 et 1854, donc nous arrivons au Second Empire, siècle de tous les possibles, mais aussi où l'argent circule de façon, comme je le disais, dérégulée. C'est l'époque où Napoléon III encourage le développement aussi des transports, le train. C'est merveilleux, vous pouvez faire un voyage Paris-Melun en 2 heures, par exemple. À l'époque, ça paraît incroyable. Le développement des bateaux, des voyages transatlantiques, tout cela apparaît également dans le roman. C'est le début des assurances. Alors, qui dit voyage dit prise de risque. Il y a eu des accidents célèbres des trains, notamment l'accident de Meudon, dans lequel il y a eu énormément de morts brûlées. Eh bien, à partir de là, les entrepreneurs se disent « Bon sang, on va créer les assurances ». C'est là que ça arrive. Et il y a également beaucoup de magouilles immobilières, d'achats de terrain. On spécule déjà. Et finalement, ce n'est pas tellement différent d'aujourd'hui, du Paris actuel. On achète des terrains, par exemple, à Saint-Maur-des-Fossés pour y construire une usine. Vous verrez, il y a une usine de prothèses qui se met en place, puisque Norbert fait flèche de tout bois. Il se sert de toutes ces expériences et de toutes ces rencontres humaines pour se dire, voilà, on peut développer quelque chose. C'est à la fois très vivant, très fascinant, et en même temps, comme je vous dis, toujours un peu limite en termes de moralité et de respect d'autrui. On va se quitter là-dessus, malheureusement on est pris par le temps. Alors je voudrais juste signaler quelque chose, c'est qu'il y a une deuxième partie dans votre livre, on n'avait pas eu le temps d'en parler, peut-être que vous allez peut-être pouvoir glisser 2 mots, mais très bref, sur la manière dont les romans tels que Salammbô ont ensuite suscité une iconographie. Donc il y a un échange un peu dans les 2 sens entre Flaubert et l'art. Peut-être 2 mots, mais très rapide, parce que sinon je vais me faire gronder. Oui, alors très rapidement, de son vivant, Flaubert n'a jamais voulu qu'on illustre son œuvre, parce qu'il estimait qu'une femme dessinée pouvait bloquer l'imagination du lecteur, alors qu'une femme écrite faisait rêver infiniment le lecteur à 1000 femmes possibles. Mais évidemment, après sa mort, les illustrateurs, les peintres, les sculpteurs, tout le monde s'est emparé de son œuvre, et tout particulièrement de Salammbô. Donc beaucoup de sculptures ont été produites, certaines se trouvent au musée d'Orsay, beaucoup de tableaux, beaucoup d'éditions illustrées, et vous trouverez jusqu'à aujourd'hui de la BD. Certain nombre, et jusqu'à la BD Druillet,
qui est fasciné par Salammbô et qui a publié plusieurs BD sur Salammbô et une œuvre graphique. Il a fait une exposition il y a quelques années sous le titre Nu de Salammbô, représentant une femme à la fois érotique et offensive, avec des seins pointés comme des obus sous le regard des spectateurs. Voilà, donc Salammbô a eu vraiment, de même que la Tentation de Saint-Antoine, une seconde vie au XXe et au XXIe siècle, qui est également fascinante. Et ce qu'on peut découvrir donc dans la deuxième partie du livre. Je voudrais vous remercier. Je vais quand même présenter, redire le titre des livres et vous annoncer que vous pouvez retrouver les auteurs sur leur stand. L'Orient de Flaubert en images aux éditions Citadel et Masno. L29. L29 et Le jeune homme au bras fantôme aux éditions Le Passage, Hélène Bonafou-Murat. Que vous retrouvez au stand L11. Et voilà, merci beaucoup et bonne fin de Foire du Livre.